Mesdames et messieurs, bonsoir. Très ravi de vous retrouver pour cette dernière édition à la une de l'actualité. Ce soir, retour sur les faits marquants de l'année 2020 et gros plan sur la gestion du Covid-19 par le chef de l'État. Macky Sall a été en première ligne dans cette guerre contre cette pandémie. Dans la foulée, il a initié le plan de résilience économique et sociale qui aura permis d'asseoir une véritable résistance. On le verra tout à l'heure. Dans l'actualité, également l'adoption de cette nouvelle réglementation pour éviter une désorganisation dans la production et la distribution du pain. L'objectif est clair, assainir le secteur et promouvoir l'hygiène et la qualité. Et puis en sport, sachez que l'ancien international sénégalais de football Mbaye a été nommé nouvel entraîneur du Standard Liège, un club belge en première division. Mbaye, on le verra, devient ainsi le premier Sénégalais sur un banc de l'élite du football belge. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bienvenue et merci de nous recevoir chez vous. D'abord, le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi. Le Conseil s'est réuni, je vous le rappelle, ce mercredi sous la présidence du chef de l'État, communiqué lu par Aram Dao. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, a présidé le Conseil des ministres ce mercredi 30 décembre 2020 au Palais de la République. À l'entame de sa communication, le chef de l'État a adressé les condoléances de la nation aux familles et proches de compatriotes qui ont été récemment arrachés à notre affection. Il s'agit notamment de M. Pierre Ndiaye, secrétaire général du ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération, qui a fortement contribué à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan Sénégal émergent avec une compétence remarquable et un engagement républicain modèle. Il s'agit également de Seyda Mariama Ibrahim Agnès, une éducatrice exceptionnelle qui a participé de façon exemplaire au développement et au rayonnement du système éducatif national à travers ses établissements scolaires réputés par la qualité de leurs enseignements et encadrements. Le président de la République présente à cet égard ses condoléances au khalife général de Medina Baye, Cheikh Mohamedou Mahi Niasse, et à toute la communauté éducative. Le chef de l'État salue aussi la mémoire du général Mamadou Niang, un homme de devoir loyal, un soldat de la République, un patriote digne et généreux qui a toujours servi son pays avec engagement, dévouement et désintéressement. Abordant l'évolution de la pandémie de la COVID-19, le président de la République invite les populations à redoubler de vigilance, à observer en permanence les gestes barrières, de même que la limitation généralisée des rassemblements et réunions, afin d'arrêter la circulation actuelle du virus. Le chef de l'État demande à cet effet au ministre de la Santé et de l'Action sociale d'améliorer au quotidien la sensibilisation des communautés et de veiller à une prise en charge adéquate des patients dans les centres de traitement et les services des hôpitaux. À cet égard, le président de la République se félicite de l'inauguration hier du nouveau service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Fann, construit, équipé et fonctionnel en un temps record, avec la mobilisation de ressources exceptionnelles et l'engagement notable de bonne volonté, parmi lesquels le professeur Moussa Seydi et ses équipes. Le chef de l'État invite dans cet élan le ministre de la Santé et de l'Action sociale à accélérer les réformes du système de santé en vue de sa transformation rapide dans tous les domaines en veillant à l'entretien adéquat des infrastructures et équipements, ainsi que la productivité optimale des personnels de santé, dans la perspective de la relance économique avec le déploiement du plan d'action prioritaire ajusté et accéléré PAP2A. Le président de la République encourage la reprise et l'intensification des activités économiques sur l'ensemble du territoire national, en particulier au niveau des sites de production artisanale et industrielle et des zones touristiques. Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le chef de l'État indique toute l'importance qu'il accorde à la stabilité sociale et à la relance du secteur du tourisme. Il demande à ce titre au ministre du Travail, en relation avec le ministre du Tourisme et les partenaires sociaux, de consolider le dialogue permanent entre toutes les parties prenantes afin de protéger les droits des travailleurs du secteur hôtelier durant cette période difficile liée à la pandémie de la COVID-19. Le président de la République engage le gouvernement, les ministres en charge du travail, de l'économie et du tourisme notamment, à initier la conclusion d'un pacte de stabilité sociale dans le secteur du tourisme,
secteur qui doit jouer un rôle majeur dans la relance économique. Le chef de l'État demande enfin au ministre du Travail de préparer la tenue en 2021 de la 3e édition de la conférence sociale selon un format innovant et inclusif. S'agissant du suivi de la coopération et des partenariats, le président de la République indique toute l'importance qu'il accorde à la réalisation du port de Ndayane. Il a à cet effet demandé au gouvernement de prendre toutes les dispositions appropriées afin d'assurer le lancement effectif au cours du premier semestre de 2021 des travaux de ce nouveau port en eau profonde développé par l'État du Sénégal, le port autonome de Dakar et le partenaire Dubaï Port World, DP World. Le chef de l'État indique au gouvernement l'impératif de finaliser en priorité le plan directeur d'urbanisme de cette nouvelle zone portuaire stratégique avec son hinterland, Bargny, Sendou, Yen, Toubab Dialaw, Daga-Holpa, Popenguine, Ndayane, qui deviendra un pôle économique et industriel international de référence. Le président de la République a ainsi rappelé l'urgence de la mise en cohérence de ce plan directeur d'urbanisme avec le plan national d'aménagement et de développement des territoires, PNADT, adopté en Conseil des ministres le 24 janvier 2020. Le chef de l'État a informé le Conseil avoir signé des décrets portant dénomination des infrastructures publiques suivantes: Université du futur africain, UFA, Abdoulaye Wade, École nationale de la statistique et de l'analyse économique, NSAE, Pierre Ndiaye, D'art moderne public de Taïba Niassène, Seyda Mariama Ibrahima Niass. Le chef de l'État a clos sa communication sur son agenda diplomatique. Au titre des communications, le ministre secrétaire général de la présidence de la République a fait le point sur le suivi des directives présidentielles. Le ministre des Finances et du Budget a fait une communication sur l'exécution budgétaire 2020 et le fonds force Covid-19. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait une communication sur la situation internationale. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a fait une communication sur la situation de la pandémie Covid-19. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a fait une communication sur la campagne de commercialisation de l'arachide. Le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique a fait une communication sur le programme de 100 000 logements. Le ministre du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises a fait une communication sur la mise en service du marché d'intérêt national et de la gare des gros porteurs. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a examiné et adopté le projet de loi fixant les règles d'applicabilité des lois, des actes administratifs à caractère réglementaire et des actes administratifs à caractère individuel. Au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris les décisions suivantes. Madame Fatou Diané, économiste, précédemment directeur de la réglementation et de la supervision des systèmes financiers décentralisés des RSFD, est nommée coordonnateur national du programme de développement de la microfinance islamique au Sénégal, PROMIS, en remplacement de Madame Yaye Fatou Diagne, appelée à d'autres fonctions. Monsieur Begong Bodoli Bettina, matricule de solde numéro 607-855O, enseignant à l'UFR des lettres et sciences humaines de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, est nommé professeur titulaire de classe normale pour compter du 1er octobre 2015. Monsieur Boubacar Kamara, matricule de solde numéro 607-981K, enseignant-chercheur à l'UFR des lettres et sciences humaines de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, est nommé professeur titulaire de classe normale pour compter du 1er octobre 2016. Monsieur Mohamedou Mauloud Diakhaté, matricule de solde numéro 607-839N, enseignant-chercheur à l'UFR des lettres et sciences humaines de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, est nommé professeur titulaire de classe normale pour compter du 1er octobre 2016. Monsieur Cher Sambawad, matricule de solde numéro 607-982A, enseignant-chercheur à l'UFR des lettres et sciences humaines de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, est nommé professeur titulaire de classe normale pour compter du 1er octobre 2019. Monsieur Mamadou Felouine Sarr,
Matricule de solde numéro 609-967E, enseignant-chercheur à l'UFR de sciences économiques et de gestion de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis est nommé professeur titulaire de classe normale pour compter du 1er octobre 2017. Madame Dey Merija, matricule de solde numéro 605-988B, enseignante à l'UFR des sciences de la santé de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis est nommée dans les fonctions de professeur titulaire à compter du 1er octobre 2019. Monsieur Ibrahima Konaté, matricule de solde numéro 605-987C, enseignant à l'UFR des sciences de la santé de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis est nommé dans les fonctions de professeur titulaire à compter du 1er octobre 2016. Monsieur Adama Khan, matricule de solde numéro 605-985E, enseignant à l'UFR des sciences de la santé de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis est nommé dans les fonctions de professeur titulaire à compter du 1er octobre 2016. Monsieur Abdoulaye Ndoye Diop, matricule de solde numéro 605-986D, enseignant-chercheur à l'UFR des sciences de la santé de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis est nommé dans les fonctions de professeur titulaire de classe normale pour compter du 1er octobre 2016. Voilà pour le communiqué, ce dernier communiqué du Conseil des ministres de l'année. Et on revient ce soir sur les faits marquants de l'année 2020, une année marquée par une crise sanitaire qui aura soulevé l'ordre mondial. Au Sénégal, la gestion du Covid-19 a connu des étapes cruciales, notamment dans l'approche au plus haut niveau. Le chef de l'État a été en première ligne dans cette guerre contre un ennemi invisible mais redoutable. Les premières décisions ont permis à notre pays de contenir la maladie à travers d'importantes mesures appelées ici par Pape Birame Biguendiaï. 3 février 2020, la décision est tombée pendant que le coronavirus commençait à faire trembler le monde. J'ai une pensée très grande à l'égard de nos compatriotes aussi qui vivent à Wuhan. Wuhan, épicentre du Covid-19, où résident 13 étudiants sénégalais, constitue un risque, mais surtout un rapatriement au péril de la vie de millions de Sénégalais. La question du rapatriement a été posée, elle n'est pas simple. Un mois plus tard, le Covid-19 s'empare de toute la planète et notre pays n'y échappe pas. 2 mars 2020, le chef de l'État convoque un conseil présidentiel puis annonce la nouvelle. Au moment où nous tenons ce conseil présidentiel sur l'épidémie de coronavirus, les services de santé, à travers aussi l'Institut Pasteur de Dakar, nous ont signalé un cas suspect qui est en cours de validation. Le Comité national de gestion des épidémies est créé et le président de la République met en place un fonds de résilience pour faire face à la maladie. Une enveloppe de 1 440 milliards de francs CFA pour financer le plan national de riposte. Près de 2 semaines après, la situation prend une nouvelle tournure, les cas augmentent et le chef de l'État convoque un autre conseil présidentiel avec 3 décisions phares. Interdiction de toutes les manifestations publiques, suspension des enseignements dans les écoles et universités et toutes les formalités liées au pèlerinage pour 2020 au lieu saint de l'islam et de la chrétienté sont suspendues. Dans la foulée, en Conseil des ministres, le président de la République décide de créer un fonds de solidarité contre les effets du Covid, force Covid-19. Un comité de croissance et de veille économique est également mis en place. Il y a aussi la suspension des vols en provenance et à destination des pays où la pandémie sévit sur le plan national. Le 19 mars 2020, le Sénégal décide de fermer totalement son espace aérien. Décision qui s'explique par l'augmentation des cas importés. Et le 23 mars 2020, le président de la République Macky Sall s'adresse à la nation sénégalaise. Mes chers compatriotes, le ton est grave, le Sénégal entre en guerre contre l'ennemi. Un ennemi invisible, mais qui sème la mort et la désolation partout où il passe. Le commandant en chef déclare l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire national, assorti d'un couvre-feu de 20h à 6h. Le président de la République décide alors de soumettre à l'Assemblée nationale un projet de loi habilitant le chef de l'État à prendre des mesures d'ordre budgétaire, économique, social, sanitaire et sécuritaire de la lutte contre le Covid-19.
Et puis le fonds Force Covid-19 est doté d'une enveloppe de 1000 milliards de francs CFA dans le cadre de la riposte. La riposte est également économique puisque la pandémie plonge tous les pays du monde dans une crise sans précédent. Et les économies africaines sont les plus fragilisées. D'où l'appel de Dakar lancé par le président Macky Sall à la communauté internationale pour l'annulation de la dette africaine. Le plan de résilience économique et sociale a été le marqueur de la gestion de la pandémie de Covid-19 au Sénégal. On l'évoquait hier. Le presse, initié par le président Macky Sall, a permis d'asseoir une résistance et d'envisager une relance de l'économie. On voit tout cela avec Omar Nying. Dans la gestion de la pandémie de coronavirus, le Sénégal ne s'est donc pas contenté de subir. Face à l'urgence, une résistance vigoureuse a été apportée sous l'impulsion du président Macky Sall. Mes chers compatriotes, le 3 avril a été une date repère dans cette riposte. Dans son message à la nation, à la veille de la fête de l'indépendance, le chef de l'État annonce un plan de résilience économique et sociale. 64 milliards en soutien au secteur de la santé, 18 milliards pour la prise en charge des factures d'eau et d'électricité de 670 ménages, 12 milliards 500 à la diaspora, 69 milliards destinés à l'achat de vivres. Dans le cadre de la stabilité macroéconomique, la trésorerie des entreprises est renforcée, en plus des remises fiscales et autres allègements de procédures de financement. Mieux, le président Macky Sall prend une ordonnance en vue de préserver les emplois pendant cette période de crise. Pendant ce temps, les mesures restrictives se poursuivent, mais ça ne pouvait pas continuer puisque le virus est encore là pour longtemps. Ainsi, après 2 mois de mise à l'épreuve, le chef de l'État prend des mesures d'adaptation. Dans une nouvelle prise de parole, le président Macky Sall annonce l'assouplissement des conditions de l'état d'urgence. Avec le réaménagement des heures du couvre-feu, la réouverture organisée des marchés et des lieux de culte, la reprise des cours pour les classes d'examen en respect du protocole sanitaire et un dispositif à prendre à la maison pour les classes intermédiaires. La gestion graduelle de la crise se poursuit sur 2 fronts, celui de la santé et celui de l'économie. Tenant compte de cette double nécessité vitale, le président Macky Sall décide de lever l'état d'urgence et le couvre-feu le 30 juin 2020. À ce moment-là, le chef de l'État pensait à la relance économique sur laquelle le gouvernement travaillait déjà. Une relance irréversible, car il faut reprendre la croissance en prenant appui sur nos bases productives. Non sans perdre de vue que l'urgence sanitaire est toujours là et la lutte doit se poursuivre. La recrudescence des cas de contamination en cette fin d'année en est une illustration parfaite. En diplomatie, l'actualité 2020 peut être classée en 3 rubriques. La lutte anti-Covid, où le leadership sénégalais est avéré, le bon voisinage et l'ouverture. Pas d'exclusion ni d'exclusivité, une doctrine chère au président Macky Sall. Le Sénégal reste ouvert à tous les courants de partenariat dont la confiance, le respect réciproque et les avantages mutuellement bénéfiques. La rétro 2020 en diplomatie porte la signature d'Aboubakry Kane. La situation inédite dans laquelle la crise sanitaire de la Covid-19 a plongé l'humanité n'a pas épargné les relations internationales. L'année 2020 aura ainsi été marquée par une diplomatie de combat anti-Covid. Aussi bien au niveau régional qu'au niveau sous-régional, le président Macky Sall a été en première ligne de la riposte en raison de son leadership reconnu dans la lutte anti-Covid. En témoigne sa participation à 3 réunions de bureau de l'Union africaine auquel le président Cyril Ramaphosa a tenu à l'associer, alors même que le Sénégal n'est pas actuellement membre du bureau de l'instance continentale. La CEDEAO a aussi mené différentes concertations pour faire face aux difficultés sanitaires et économiques engendrées par la pandémie. Pour son seul sommet en présentiel de l'année, en plus de la Covid-19, la CEDEAO a examiné entre autres des questions liées à la lutte contre le terrorisme et à la situation sociopolitique du Mali. 2020, c'est aussi une année de diplomatie communautaire et de bon voisinage, marquée notamment par la participation active du président Sall à la recherche de solutions suite au coup d'État intervenu au Mali. Ses visites officielles en République islamique de Mauritanie et en Guinée-Bissau, la réception de son homologue bissau-guinéen et celle du président de la transition au Mali, Bandao. Dans ce même registre, la 2e édition
du Conseil présidentiel sénégalo-gambien tenu à Dakar sous la présidence des deux chefs d'État. Il a permis aux deux parties d'examiner d'importants sujets d'intérêt commun, confortant ainsi le renforcement des liens exceptionnels au sein de la famille sénégambienne. Le Sénégal a en outre poursuivi sa politique d'ouverture, de consolidation et de diversification, suivant la doctrine de non-exclusion et de non-exclusivité du président Macky Sall. Ainsi, en janvier 2020, le président Macky Sall a été l'invité spécial de la réunion annuelle de la puissante association des PME allemandes. Occasion pour lui de décliner sa vision des échanges entre les deux pays, notamment dans l'esprit de l'initiative Compact with Africa, visant à encourager les échanges et l'investissement en Afrique. Autre fait saillant de la diplomatie sénégalaise au plus haut niveau, la visite du président Sall aux Émirats arabes unis, sa participation au sommet virtuel Chine-Afrique consacré à la solidarité dans la lutte anti-Covid, à la réunion annuelle du MEDEF comme invité spécial, au Forum de Paris sur la paix au cours duquel il a appelé au respect de la diversité des valeurs et du dialogue des cultures et des civilisations. Toujours sur fond d'ouverture et de diversification, le président Sall a reçu en visite officielle à Dakar le président Recep Tayyip Erdogan de la Turquie et le premier ministre canadien Justin Trudeau. Une des retombées directes de cette visite, la relance imminente de l'important projet de réhabilitation de la ligne ferroviaire Dakar-Tambacounda avec des partenaires canadiens. Enfin, 2020 aura vu la diplomatie sénégalaise changer de look avec la nomination pour la première fois d'une femme à la tête du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Direction Ziguinchor à présent, où la période est propice pour les campagnes de nuit chez les pêcheurs. Au lever du jour, le poisson commence à se faire rare. Les clients aussi se font désirer. Constat dans ce reportage au quai de pêche de Boudodi. Abdoulaye Sinkaré avec notre bureau à Ziguinchor. Au quai de pêche de Boudodi, les dernières pirogues de la matinée viennent de débarquer leur prise. Sur la disponibilité du poisson, les avis sont partagés. Yenn saa yi nag day xaw a manqué ñun suñu gaal yi léeg-léeg bu ñu nappee bu affaire yi foofu baaxul tamit dañuy déplacé wu. période bi moom du période boo xam ne day bari jën muy gën a am jën xanaa côté Kafountine Cap Skirring mais fii moom baragul jën noonu daal parce que campagne bi jeex na. Pour certains, le poisson est bien là, mais il suffit de le guetter aux heures indiquées. En pleine nuit, par exemple. ay heure la maanaam bu lëndëm gi duggee jën dina am bu lëndëm gi jeexee leer gi dugg moom foofu jën day daal di manqué instant bi ñu toll nii ndax moo li instant bi ñu toll nii dañuy fanaane dañ daan xëy ma heure bi heure fanaane la. boo xamante ni leer gi taxaw na weer bi taxaw na jën bi dafay xaw a manqué instant bi ñu toll nii jamono bi ñu toll nii lëndëm bi passé nag tuuti sompat moo feeñoon Kafountine waaye instant bi ñu toll nii moom taxaw na. Ici, les acteurs sont unanimes, les clients se font rares, une situation qu'ils expliquent en partie par la crise du coronavirus. Comme si par bi ñuy liggéey nii dañ koy exporter te restaurant yu bëri ñoom ñoo koy consommer. kon hôtel yi bu tëjee hôtel yi mooy base bi ak exportation yóbbu ko Europe comme bu dee ñooñu liggéeyuñu kon suñu liggéey day am gàllankoor. dañ doon liggéey ak hôtel yi bu baax dañ fi daan ñëw. bu ñëwee dañuy jënd jën lu bari jënd sipax jënd lépp yóbbu mais instant bi ñu toll nii comme que touriste amul li nga xamante ni moom laa ñëw daan ñëw di jënd si fii demeewul noonu instant bi ñu toll nii wax dëgg yàlla xaw na dëgër daal. Au quai de pêche de Boudodi, les acteurs déplorent l'étroitesse des lieux. Ils souhaitent disposer de plus d'espace. Et puis, le ministre du Pétrole et des Énergies à la rencontre des butaniers, Sophie Gladima, a visité 6 sociétés, une visite qui lui a permis de relever les difficultés auxquelles les butaniers sont confrontés. Le compte rendu avec Lamine Touré. Une visite au planning très serré, les butaniers à l'honneur, Total Gaz, la première étape. Ici, le ministre du Pétrole et des Énergies a visité le système d'emplissage du centre d'une capacité de 150 tonnes jour. Ensuite, Puma Énergie, Touba Gaz, Lobo Mamdiara Bousso, des entreprises sénégalaises qui excellent dans le secteur de la commercialisation du produit, la sécurité,
fait partie du quotidien de ces sociétés. Nous disposons d'outils de stockage performants. Ces réservoirs financés à coups de milliards peuvent contenir chacun 6 000 tonnes de gaz butane. À la sénégalaise de stockage Senstock, une société nationale à la pointe de l'innovation, ici, tout est automatisé, de la commande au chargement des camions. Nous avons automatisé tout ce qui est gestion des stocks avec un logiciel qui s'appelle Petrostock. Les chargements sont automatisés. Aujourd'hui, quand un client nous envoie donc, sa commande, donc, nous avons traduit cette commande-là sur un badge. Et si on apporte le badge au niveau du post-chargement, le camion est rempli. À la Société africaine de raffinage, les installations de la SAR ont été visitées à bord de ce bus. L'occasion pour nous d'échanger avec Madame le ministre sur les problématiques auxquelles la SAR fait face. Et c'est des problématiques en fait qui nous amènent à engager une mutation technique, logistique, mais aussi technologique. À Petrosen, l'autorité a eu droit à une présentation des résultats de recherche en matière de pétrole et de gaz. Le ministre du Pétrole et des Énergies s'est réjoui du dynamisme constaté dans le secteur des hydrocarbures. Un service névralgique pour notre pays où nous voyons des Sénégalais qui ont investi ce secteur et qui réussissent bien ce travail. Ils ont des doléances, c'était par rapport aux bouteilles de gaz. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, ces bouteilles qu'on retrouve en dehors de notre pays, je pense qu'il y a vraiment une réglementation à faire au niveau de la CEDEAO. Parce que quand même, l'État du Sénégal subventionne ces bouteilles, il n'y a pas de raison que ces bouteilles se retrouvent à l'étranger. Après les hydrocarbures, elle se rendra à la Sénélec pour une visite de prise de contact. Reprise du chantier de la Cour des comptes, le siège de cette juridiction sera livré dans 7 mois. C'est une entreprise sénégalaise qui est chargée de finaliser les travaux qui étaient à l'arrêt, nous dit Amidou Diop. Les travaux devraient durer 2 ans. 8 ans après, le bâtiment est toujours à 90% d'exécution. Le nouveau siège de la Cour des comptes, un bijou architectural que les autorités veulent finaliser et le livrer aux magistrats chargés de veiller sur les finances publiques. Aujourd'hui, les travaux ont repris. L'équipe que je dirige au niveau de cette agence a mis les bouchées doubles. La mobilisation a été permanente. Nous avons fait dans des délais records le nécessaire pour avoir l'entreprise souhaitée. Et je pense que depuis que cette entreprise a entamé les travaux, nous sommes totalement satisfaits. Satisfaits pour la simple et bonne raison que tous les accords de principe sur lesquels on était arrivé ont été respectés. Et je pense que peut-être dans quelques jours, ce sera la vitesse maximale qui va être atteinte. Les représentants de la Cour des comptes ont participé à cette visite de chantier, l'occasion de voir tout ce qui est prévu pour la Cour. Un bâtiment de 9 niveaux avec 2 sous-sols et 232 bureaux, le tout sur 17 000 m². La Cour des comptes aujourd'hui, à terme en tout cas, elle va compter 500 à 700 personnes. Cela veut dire que ce bâtiment, il est en réalité à la dimension de la Cour des comptes. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est sur la base de ce que nous appelons une préférence nationale. Nous espérons que ces délais seront respectés parce qu'il y va même de la crédibilité de la préférence nationale. Une prise chargée de faire les travaux s'est engagée pour 7 mois ou plus tard, au mois de juin 2021. La Cour des comptes va aménager dans ces nouveaux locaux. Autre titre, ce soir, l'adoption d'une nouvelle réglementation pour éviter l'anarchie dans la production et la distribution du pain. Sa mise en œuvre va permettre d'assainir le secteur et de promouvoir l'hygiène et la qualité. À cet effet, un comité régional de développement a été présidé par le ministre du Commerce et des PME, Louis-Philippe Sagna. C'est une suite logique après avoir fait le tour du pays pour vulgariser cette nouvelle réglementation du secteur de la boulangerie. Meuniers, boulangers, associations de consommateurs, autorités administratives, tous ont voulu échanger sur cette question cruciale. Désormais, au Sénégal, l'accès à la profession est contrôlé pour le boulanger, pour le distributeur du pain. Et tout le décret est basé aussi sur l'hygiène. L'hygiène dans la production, l'hygiène dans la distribution, l'hygiène dans la vente du pain. Même dans la sous-région, on est en train de copier pour vous dire que le Sénégal est un exemple
ils vont qu'on fasse tout pour que ça soit une réalité. L'assainissement de ce secteur, qui génère plus de 30 000 emplois directs dans près de 2000 unités, va permettre d'éradiquer l'anarchie. Cette réglementation aujourd'hui nous autorise à croire que ce secteur va enfin se moderniser et permettre à tous les acteurs de pouvoir gagner leur vie, de pouvoir s'épanouir dans ce qu'ils savent faire et ce qu'ils ont toujours fait. La nouvelle réglementation ouvre la voie à la modernisation et à la création d'emplois. Dans la première phase, nous avons octroyé un financement global de 1,87 657 845 francs CFA pour 8 régions touchées sur l'ensemble du territoire national et ça va concerner 44 boulangeries qui seront financées et modernisées. Et le financement, ce n'est qu'un début. Si ça marche et que vous avez besoin de 2-3 milliards, on les met à votre disposition dès 2021. Il a fallu plus de 100 réunions pour aboutir à ce consensus. Une démarche participative menée de main de maître par le ministère du Commerce et des PME. Les instructions données par son Excellence, Monsieur le Président de la République, en ce qui concerne le secteur, au-delà des réformes réglementaires, visent à assainir, moderniser et offrir une nouvelle image de la boulangerie et de ses produits aux Sénégalais. Une boulangerie assainie et moderne entraîne la consolidation et la création par l'attractivité du métier de milliers d'emplois pour les jeunes en quête d'insertion. La promotion et la valorisation de la consommation de nos produits locaux dans les activités de la boulangerie. Assom Aminata Diatta a réaffirmé que ce nouveau dispositif vise à encourager une concurrence saine. La promotion de l'hygiène et de la qualité y occupe également une place privilégiée. Retour également ce soir sur le lancement du musée de l'audiovisuel de la RTS. C'est un projet pour valoriser un précieux patrimoine et sauvegarder la mémoire collective. Ndaya Edadia. Le lancement du musée de la RTS et de RTSAR était l'occasion de retrouver tous ces visages perdus de vue que la radio-télévision sénégalaise a réhabilités dans son musée. Une fête sobre au cours de laquelle les autorités ont magnifié cette belle trouvaille. Aujourd'hui, on nous a plongé dans notre passé. Aujourd'hui, l'histoire du Sénégal est liée. L'histoire de la RTS est liée à l'histoire du Sénégal. Aujourd'hui, encore une fois, tous les techniciens ici qui ont travaillé dans le passé, qui ont fait l'histoire de la radio, qui ont fait l'histoire de la télévision avec tout ce matériel, je crois que ça, c'est quelque chose à saluer pour mettre à la disponibilité du public toute l'histoire de notre passé en radio et en télé. Depuis 81 ans pour la radio, 48 ans pour la télé, se sont côtoyés et se côtoient encore des hommes, des femmes, des visages, connus ou inconnus, des voix, de belles voix. Ici se croisent depuis toutes ces années des destins, des itinéraires, des savoirs, mais aussi des savoir-faire. Harala, le nom de l'exposition, des pièces d'une portée historique exposées dans le hall de la RTS. L'exposition est subdivisée en 3 séquences. Il y a d'abord ce que j'appelle les objets patrimoine. Les instruments de la radio et de la télé transitent d'une ancienne valeur d'usage vers une nouvelle valeur symbolique. Ces caméras, micros, lecteurs ont vu et écouté, capturé et consigné des éclats d'histoire. Réfléchir, c'est s'inspirer. C'est trouver le moyen d'expliquer à tous et donc d'exposer ses idées. C'est dans l'esprit des hommes que se façonne le monde, l'humanité dans sa forme la plus humanoïde, à l'image du céramiste qui malaxe, pétrit et donne sens à sa matière et cette excellente et utile initiative que nous partageons aujourd'hui avec vous, intitulée RTS Art. L'exposition se veut dynamique. C'est un musée embryonnaire donc en attendant la construction du musée de la RTS.
La radio-télévision sénégalaise appelle encore les populations à contribuer pour recevoir des objets d'une portée historique. Mais RTSAR se veut beaucoup plus global et englobe tout le voisinage de l'institution. Alioune Badara Thiam, alias Akon, a été désigné ambassadeur du futur musée Cheikh Ahmadou Bamba de Touba. La maquette de l'infrastructure lui a été présentée. Ce musée permettra de préserver et de valoriser le legs du Cheikh Fatou Diouf. Touba honore Akon en le désignant comme ambassadeur du musée Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme. La maquette dévoile un ouvrage majestueux où sera rassemblé l'ensemble des objets de Khadimoul Rassoul. La star planétaire a un grand rôle à jouer dans la réalisation de cette infrastructure. En tant que star mondiale et fils du pays, dont la notoriété et l'aura à l'échelon planétaire ne sont plus à démontrer, nous avons pensé logique et normal de solliciter votre soutien à ce noble projet. À l'instar des actions louables que vous menez à travers le monde, en vue d'un développement concret de notre continent. En effet, le projet gagnerait toujours à obtenir l'appui des personnalités de votre rang. C'est la raison pour laquelle je viens vous proposer solennellement le statut d'ambassadeur itinérant du projet, Musée Cheikh Ahmadou Bamba. Talibé mouride, patriote et panafricaniste, Alioune Badara Thiam dit Akon accepte cette mission. Il s'engage à apporter sa pierre à cet édifice qui sera construit sur une superficie de 19 000 mètres carrés. Sur la maquette, 2 bâtiments symbolisent le départ et le retour en exil de Serigne Touba. I think when you look at Senegal, it's not a secret why it's the most spiritual. Quand on voit le Sénégal et la sécurité qu'il y a comparé aux autres pays qui nous entourent, avec les conflits et même en dehors de l'Afrique, on se rend compte qu'il y a véritablement de la spiritualité, la grâce divine au Sénégal. The best person that we can become, utilizing and making every step that we take forward with Allah's grace and the most powerful spiritual prophets in the world. Et la place qu'occupe Cheikh Ahmadou Bamba dans notre vie et ce qu'il représente pour moi, participer à la réalisation d'une telle œuvre renferme des avantages spirituels que j'ai toujours cherchés. Et c'est sur cette voie que je compte marcher pour avoir le succès. Confidence to know that everything that we set our foot towards and everything that we try to do will be successful. Salle multimédia, salle de conférence de 1000 places, centre de recherche et une grande bibliothèque, voilà entre autres équipements du musée du Touba. Auparavant, Akon et sa délégation ont admiré les belles expositions du musée des civilisations noires. Et en sport, pour finir, sachez que l'ex-international sénégalais Mbaye Leye a été nommé ce mercredi nouvel entraîneur du Standard de Liège, un club de première division en Belgique. Il remplace à ce poste le Français Philippe Montagnier limogé. Mbaye Leye devient ainsi le premier Sénégalais sur un banc de l'élite du football belge. Ibrahim Mboup. Passion, fierté et ferveur. Ces 3 mots résument la réaction de Mbaye Leye après l'annonce de sa nomination. Le choix du Sénégalais est un événement, d'autant plus que voir un Africain sur le banc d'un club professionnel en Europe est assez rare. Jusque-là, seuls 3 Africains ont été promus entraîneurs en première division belge. Mbaye Leye est le premier Sénégalais à ce niveau. Il arrive dans un club qu'il connaît très bien. Il y a joué entre 2010 et 2012. Entraîneur adjoint aussi entre juin 2019 et juin 2020. Je n'avais pas besoin de beaucoup de temps pour m'adapter parce que je connaissais la plupart des gens ici, le staff médical, le staff technique, je connaissais le coach et tout son staff. Pour moi, c'était facile. Et pour certains joueurs, j'ai joué avec eux ici au Standard ou j'ai joué avec eux dans d'autres clubs. En tant que footballeur, Mbaye Leye n'a eu que 2 sélections avec le Sénégal. Mais il a marqué les esprits en Jupiler Pro League pendant 12 ans, entre 2007 et 2017. Un attaquant redoutable. Il a fait les beaux jours de Zulte Waregem, Lokeren, Moucron et la Gantoise après un passage en France. Un homme décrit comme un grand bosseur. Dans tous les clubs où je suis passé,
Pour moi, la logique, c'est de travailler, mais travailler dur pour arriver à un objectif. Et l'objectif final, c'est des bons résultats. Et donc, dans ce sens-là, il n'y a que le travail qui peut t'en sortir. Durant ces dernières années de carrière, Mbaye Leye a eu une autre casquette, celle de consultant. Décrypter les matchs, parler de tactique, une passion chez lui. Quand tu ne gagnes pas les premiers ni les seconds ballons, c'est très difficile quand tu n'es pas dans les duels. C'est très difficile de faire une bonne prestation. Là, on retrouve une équipe qui est un peu retombée dans ses travers par rapport au match qu'on a vu à Courtrai où on a été dominé tout le temps dans les premiers, dans les duels et partout. Mbaye Leye a 38 ans. Il est né le 1er décembre 1982 à Birkilane. Nommé coach du Standard le 30 décembre 2020. Un joli cadeau de fin d'année. À noter aussi en bref que le championnat de football débute le 2 janvier prochain au Sénégal. Une reprise dans le respect, bien sûr, des mesures barrières dans ce contexte de pandémie. Les matchs, je vous le rappelle, se joueront à huis clos avec une jauge minimum de 90 personnes. 15 journalistes sont accrédités pour chaque match. Ainsi va l'actualité de ce mercredi soir, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre attention et de votre fidélité. L'info, je vous le rappelle, continue sur rts.sn, sur live.rts.sn et sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une très très bonne nuit et à demain, s'il vous plaît.